Gardez votre âme artistique. Eh ben bonjour, moi je m'appelle Laurent, j'ai bientôt 50 ans et je suis actuellement tatoueur professionnel depuis 16 ans actuellement. En parallèle, je suis aussi illustrateur à la marge. Je bosse pas mal pour alors des bouquins de jeux de rôle, pour aussi des pochettes d'albums de musique, des t-shirts, des choses comme ça. Tout ça très lié au monde de la musique. Et voilà, moi, alors j'ai pas forcément une formation très rigide. Je dessine un petit peu depuis que je suis tout gamin. Et alors je suis passé par les beaux-arts et les arts plastiques, mais c'est pas vraiment des endroits où on apprend des techniques à proprement parler. On apprend des choses plus artistiques au sens très large. Moi, un peu en autodidacte, un peu avec des cours à droite, à gauche. Je me suis un peu mis dans la BD, mais j'avais pas assez de patience. Donc, pas assez de patience pour monter des albums en entier, mais c'est une de mes principales influences à l'origine. Et ça se retrouve aussi maintenant dans mon boulot de tatouage. C'est vrai que à peu près tout ce que je fais tire vers la bande dessinée, vers l'illustration. Voilà, je suis passé par la peinture, je suis passé par l'infographie, j'ai bossé un peu en édition, j'ai bossé un peu en imprimerie. Voilà, j'ai fait pas mal de boulot, comme je disais, d'illustration en général et sur le fantastique en particulier, et aussi beaucoup dans le cadre de la musique, comme je disais. Et à un moment donné, le croisement de la musique et de la BD, ça fait vite du tatouage, et dans un milieu qui est très très tatoué. Donc à un moment donné, je me suis retrouvé à faire beaucoup de dessins pour mes amis qui allaient se faire tatouer ailleurs. Et à un moment donné, franchir le pas, c'est devenu une évidence. Et j'avoue que, hormis quelques problèmes physiques qui m'obligent à devoir envisager d'autres options, c'est vraiment un métier qui m'a complètement passionné et qui me passionne encore, même si je peux plus l'exercer à plein temps maintenant. Voilà, je pense que c'est à peu près la présentation en gros. Très bien, je te remercie. On va s'axer du coup sur ton métier de tatoueur. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a un diplôme ou une formation qui est obligatoire à passer pour devenir tatoueur? Alors, si on parle d'un point de vue strictement obligation technique, il n'y a aucun diplôme ni formation obligatoire pour tatouer à proprement parler. Il y a une formation d'hygiène et salubrité qui peut être dispensée soit par des associations, soit par différentes structures. C'est une formation qui en général dure entre 2 et 3 jours et où on va croiser à la fois des professionnels de la santé et des professionnels du tatouage ou du piercing, et où on va aller apprendre le b.a.-ba de l'hygiène, des protocoles de soins, comment est-ce qu'on utilise les déchets d'activités de soins à risque infectieux, comment est-ce qu'on va gérer l'infection, le post-tatouage, tout ça. Tout ça, c'est la partie vraiment obligatoire. La seule autre partie obligatoire, en fait, c'est d'avoir un statut professionnel. La grosse majorité des tatoueurs en France et partout où ce statut existe sont auto-entrepreneurs. Et donc voilà, après ce qu'il faut, c'est avoir les assurances obligatoires. Mais à ce jour, il n'y a aucune obligation d'avoir ni un diplôme de tatoueur, ni une formation obligatoire en dessin ou quoi que ce soit. Pour l'instant, les seules obligations vraiment techniques, ça va être sur l'hygiène. On entend souvent parler que pour devenir tatoueur, c'est bien d'avoir un maître, un sensei, comme on dirait dans le monde, pour le devenir. Est-ce que pour toi, c'est bien, c'est même mieux, ou c'est même une obligation afin de pouvoir maîtriser cet art et devenir soi-même tatoueur? Alors, c'est pas une obligation. Déjà, moi, en étant pratiquement autodidacte sur pas mal de choses, ça serait très hypocrite de ma part de dire qu'il faut absolument être complètement encadré. Après, moi, je suis passé effectivement par, on appelle ça un maître d'apprentissage, un mentor, un Yoda, un peu comme on veut. Moi, je pense que c'est un énorme avantage et que c'est très difficilement remplaçable. Je veux dire que par la suite,
on ait des initiatives personnelles, on aille se former éventuellement en ligne, même sur des tutos YouTube, c'est possible, mais la base, je crois que c'est très, très, très important de travailler avec des gens qui sont déjà du métier. Pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un quotidien dans le shop qui est vraiment important. Il faut en prendre conscience. C'est-à-dire qu'on va avoir c'est pas parce que on sait tenir une machine et que on a déjà ancré 2-3 personnes qu'on est prêt à être lâché avec des clients et leurs exigences et les contraintes que ça peut être dans un shop et d'avoir immédiatement, en fait, là, t'as qu'une demi-heure. Dans une demi-heure, il y a un autre client qui arrive. Ce genre de choses, si on n'est pas un petit peu cadré, ça peut devenir très compliqué. Le fait est que on est sur un matériau qui est absolument unique, la peau, et que ça, pour l'instant, même s'il y a des soi-disant peaux synthétiques, ça marche pas. C'est à des kilomètres du vrai matériau. Et ça, à part en étant en shop et en ayant plusieurs clients par jour qui peuvent venir se faire des petits tatouages et le maître d'apprentissage viendra les retoucher, ce qui fait qu'on est confronté à de la peau véritable. C'est très difficile de se passer de ça et c'est très difficile aussi de se passer du cycle de cicatrisation. C'est-à-dire que un tatou, il va cicatriser en 3 semaines, 1 mois. Ça va dépendre bien sûr de la qualité de la peau du client, de sa jeunesse, de son état de santé général. Mais si tu n'as pas 2-3 cycles de cicatrisation en bouteille quand tu te lances tout seul, c'est très compliqué parce que tu vas voir où est-ce que ton tracé a pu éclater, où est-ce qu'il a tenu, où est-ce qu'il n'a pas tenu, où est-ce qu'il a diffusé. Et ton maître d'apprentissage va aussi te montrer, regarde, ça, je l'ai tatoué il y a 5 ans. Ça, je l'ai tatoué il y a 10 ans. Regarde la gueule que ça a maintenant. Et vraiment, ça, c'est le paramètre temporel, il est incroyablement important dans le tatouage. Et au moins, pour la base, ça me paraît très important d'être dans un milieu où déjà on va pouvoir pratiquer concrètement sur de la vraie peau avec des vrais gens qui ont des vraies réactions d'humains. Aïe, ça bouge. La peau synthétique, elle bouge pas. Ce genre de choses. Monter des postes de travail, démonter des postes de travail, aussi rentrer dans cette routine-là, cleaner le shop quand on arrive. Enfin, vraiment rentrer dans une optique un peu professionnelle. Je pense que c'est assez indispensable. Après, il y a des gens qui sont très méticuleux, qui vont réussir à faire ça d'eux-mêmes. Il y a de très bons autodidactes, il n'y a aucun problème, c'est pas un souci. Moi, je pense que c'est vraiment un plus, quitte à après partir dans des choses plus autonomes, sur des spécialisations. Je veux me spécialiser dans le réalisme, je veux me spécialiser dans tel domaine, telle autre chose. Quand on a commencé à avoir vraiment une sensation de la peau humaine, de ce que c'est une réaction humaine et de ce que c'est un vieillissement, je pense que là, on peut commencer éventuellement à se détacher d'un maître, mais c'est vraiment moi, je pense que j'aurais jamais pu arriver là où j'en étais sans les gens qui m'ont formé, quoi. Alors, pour toi, quelles qualités sont nécessaires afin de devenir tatoueur? Alors, il y en a plusieurs. Il va y avoir des qualités purement techniques et il va y avoir des qualités, en fait, sociales. Il va y avoir des qualités techniques, effectivement. Il y a des gens maintenant qui, sous certains styles, se passent de techniques de dessin à proprement parler. Et quand je parle de technique de dessin, je parle pas forcément uniquement d'anatomie, de choses comme ça. Moi, j'ai des collègues qui travaillent que sur du polynésien, par exemple, où il n'y a pas de dessin figuratif, mais il y a du dessin abstrait. Vraiment, il y a de la technique là-dedans. Il y a reproduire une 50aine de fois la même figure géométrique et qui va pile s'imbriquer dans une autre, être parfaitement rectiligne sur des zones qui le sont pas. Encore une fois, le corps humain, c'est quand même très compliqué comme support. C'est du dessin à part entière, c'est du dessin très orienté, c'est un dessin très particulier, mais c'est du dessin. Moi, ça me paraît très compliqué d'aborder le tatouage où en fait on a un stylo très particulier sur un support très particulier, mais c'est du dessin à proprement parler. Abstrait, réaliste, ça on peut en parler, mais c'est du dessin. Ça me paraît très compliqué d'aborder ce médium-là sans avoir des bases de dessin. Donc, des qualités techniques. Il va falloir aussi des qualités un minimum physiques, parce que, encore une fois, il va falloir développer des muscles qu'on n'a pas développés avant. On va se retrouver dans des positions qui peuvent être compliquées, physiquement, qui peuvent faire mal. On peut se retrouver en porte-à-faux. Donc,
il faut quand même se forger une petite condition. Alors, je parle pas d'être sportif, hein, mais en fait, c'est un métier qui est assez exigeant et qui peut aller éliminer certaines personnes qui vont avoir des difficultés. C'est assez exigeant physiquement. Voilà, il faut pas se figurer qu'on va être assis sur un truc et que tout va bien se passer. On peut sortir de là. Moi, il y a des jours, je suis sorti du shop, ceinture lombaire à moitié boitée, rentre chez moi, quoi. Bon, après, voilà, les années font qu'on accumule les bêtises, mais voilà. Donc, il y a ces choses-là et il y a aussi toute une partie vraiment où, en fait, il faut avoir de l'empathie parce que bosser plusieurs heures sur quelqu'un qui a mal, tout en gardant de la concentration, tout en prenant complètement en compte l'émotion et la souffrance de la personne, c'est vraiment, émotionnellement, ça pompe énormément d'énergie. Et il faut le finir, le tatouage. Hein. On va pas s'arrêter parce qu'on est fatigué. Hein. La personne, elle est là, elle va pas repartir avec un truc pas fini sans savoir quand est-ce qu'on le termine, quoi. Donc, on a vraiment... Et ça, au début, ça peut être vraiment très compliqué, ça peut être assez épuisant moralement, donc il faut être un peu costaud là-dessus. Il faut avoir de l'empathie, vraiment, par rapport à la personne avec qui on est, pas rentrer dans un truc dur. Il faut... alors moi, ça, c'est un truc qui est très important pour moi. Je sais qu'il y a pas mal de tatoueurs, y compris des tatoueurs un peu à l'ancienne, où on va être un peu à la dure. Allez, il faut encaisser. Allez, on s'en fout, tu encaisses tout ça. Moi, je suis quand même assez préoccupé par des trucs de... On est quand même dans des rapports un peu bizarres. Il y a une personne qui exerce une douleur volontaire, une personne qui l'encaisse. Il y a une personne qui donne des ordres, une personne qui l'a subi. Il y a une pression physique. On est physiquement en train de faire quelque chose sur quelqu'un. Donc, dans les rapports sociaux, ça peut établir des rapports un peu bizarres. Avec le tout un chacun. Et voilà, je suis un mec un peu costaud et je peux tatouer des nanas un peu finaudes, un peu jeunes. On peut avoir un rapport de domination très marqué, très vite. Ça peut très vite être mal interprété, ça peut être compliqué. On peut faire vivre des mauvaises expériences aux gens sans être mal intentionné ou faire aucun geste déplacé. Hein. Juste parce qu'on est dans une position trop dominante et trop ah mais c'est bon, respire un coup, ça va aller, sois solide. Enfin voilà. Donc il y a aussi, moi je pense qu'il y a ce genre de qualité-là pour avoir des gens qui reviennent te voir en disant écoute, j'en ai chié, mais ça a été une super expérience et je vais revenir travailler avec toi. Je suis content du tatouage que j'ai eu. Ça demande pas mal de boulot à ce niveau-là aussi. Donc en fait, ouais, il y a des qualités sociales à avoir, vraiment. Et ça, c'est une partie assez importante qui colle pas vraiment avec un autre côté du dessinateur qu'on peut avoir, qui peut être le dessinateur en poétiste dans son coin, qui a du mal à communiquer, tout ça. C'est un truc qu'on apprend aussi sur le tas, mais vraiment, l'humain est très, 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 très important dans ce boulot. Donc, pour toi, Laurent, quel est le matériel nécessaire afin de se lancer dans le tatouage? Quel est le matériel incontournable à avoir avec soi pour se lancer? Alors, ça va un peu dépendre dans quelle situation on se retrouve. Ça dépend si on commence complètement seul. Ça dépend si on va commencer soit en guest, c'est-à-dire invité temporaire, soit régulier, soit vraiment ponctuel dans un shop, ou vraiment intégré dans un shop directement. La base, c'est d'avoir au moins une machine et des encres perso. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Alors, des machines, maintenant, il y en a pléthore, il y en a des hectolitres, il y a vraiment... on a les machines traditionnelles à bobine, il y a les machines rotatives, maintenant, il y a les nouveaux pens qui sont très agréables. Je dois avouer, moi, je suis complètement passé là-dessus, même si j'ai un amour profond pour les vieilles mécaniques qu'on peut régler et qu'on peut ajuster et qu'on peut tenir toute sa vie. J'avoue qu'il y a un tel confort avec ces nouvelles machines. Bon, c'est toujours pareil, il faut y mettre le prix pour avoir une bécane qui tourne un petit peu bien. Mais il y a quand même moyen de démarrer sans se ruiner complètement. Mais c'est là aussi que c'est quand même pas mal d'avoir de bosser avec des gens qui sont déjà du métier parce qu'on peut se faire orienter. On peut se faire orienter sur des telle marque. C'est pas les plus chers, mais sur du matos de base, il y a moyen de commencer. Moi, je pense que c'est quand même intéressant de commencer à toucher un petit peu les rotatives, les traditionnels à bobine. Pas parce que il faut absolument respecter la tradition, tout ça, mais parce que on a le phénomène physique devant les yeux.
qui fonctionne. On voit tout à fait le système de la frappe, de la montée et de la descente de l'aiguille, de la souplesse de l'aiguille, de la sortie de l'aiguille. C'est des paramètres qu'on va utiliser et qu'on va travailler. Et on peut voir immédiatement le résultat sur la peau. C'est intéressant de passer par ça avant d'arriver à des machines qui sont déjà pré-réglées et qui vont être très pratiques à utiliser. Encore une fois, moi, je bosse plus qu'avec ça maintenant. Mais voilà, donc une machine minimum, 2, 3, selon les différents types de boulot qu'on va devoir effectuer, ça peut être intéressant. On peut avoir une machine qui va être super pour les tracés simples, un petit peu fins, une machine qui va bosser le remplissage, une machine qui va être pour les ombrages, et peut-être une dernière éventuellement pour vraiment faire du gros tracé bien costaud. Après, il y a des machines qui sont de plus en plus polyvalentes, avec des réglages internes, et qui peuvent faire que maintenant, on peut quasiment, sur des bonnes bécanes, on peut quasiment tout faire avec une seule. C'est quand même pas mal d'avoir une petite variété. Il y a les encres. Les encres, en général, c'est assez personnel, parce qu'on va pas avoir les mêmes préférences, il va y avoir des consistances, il va y avoir des noirs plus ou moins profonds, on peut avoir des noirs qui sont vaguement teintés, et qui vont mieux correspondre à certaines complexions de peau. Si on bosse sur des peaux très claires, des noirs avec une petite teinte à l'intérieur, ça peut être intéressant, peut-être un peu bleuté. Si on va partir sur des peaux qui sont beaucoup plus sombres, peut-être qu'avoir une pointe de rouge, ça peut être intéressant. Enfin, voilà, on va vraiment aller chercher des équivalences là-dessus. Ça, c'est déjà un peu avancé, mais voilà. En général, quand on va bosser chez des gens, ils aiment bien qu'on ait, même si eux, ils vont fournir tout ce qui est matériel d'hygiène et compagnie, ils aiment bien qu'on ait notre matériel, nos machines, les aiguilles. Alors, soit des aiguilles à part, avec des buts à part, soit des cartouches sur les machines les plus récentes. Ils aiment bien qu'on ait ça et les encres. Voilà. Après, si on veut se monter tout seul, effectivement, là, il va falloir penser à du mobilier, il va falloir penser à une table, il va falloir penser à une desserte pour poser tout son matériel et à tout le matériel d'hygiène. Ça commence avec les gants, il y a les produits de nettoyage, les produits d'entretien, les produits de soins et tout ça. Là, on commence à rentrer dans un truc un peu plus complexe. Mais de toute façon, a priori, quand on commence à tatouer, moi, vraiment, quelqu'un qui commence à tatouer, même si, alors, maître d'apprentissage, pas maître d'apprentissage, formation en ligne, formation courte dans des instituts, ça, on peut en parler pour le contre, tout ça. Mais de toute façon, quelqu'un qui a fait quelques tatouages en apprentissage ou quoi, se lancer tout seul en ouvrant un shop à soi, je le déconseille très fortement. Démarrer dans un endroit où il y a déjà une structure, déjà du matériel d'hygiène, avant de cramer des centaines et des milliers d'euros, parce que ça peut revenir très cher en fait, le matos de tatou, en ouvrant un salon avec un loyer en prime là-dedans, sans savoir si au bout du 10e, on va pas avoir des douleurs pas possibles aux mains et se dire, ben, en fait non, c'était une bêtise. Voilà, moi ça je déconseille vraiment. Donc vraiment la base, machine, encre, buse, aiguille, éventuellement cartouche selon le type de machine, mais voilà, ça c'est l'essentiel. Est-ce qu'il est mieux pour un tatoueur de se spécialiser dans un style ou d'en maîtriser plusieurs? Les deux, mon général. Alors en fait, je vais te faire une réponse de Normand, un petit peu oui, un petit peu non. En fait, la maîtrise des styles, c'est très intéressant, déjà parce qu'on va pouvoir répondre à plus de demandes, et ensuite parce que en fait, chacun des grands styles amène des questionnements techniques qui vont être très intéressants pour la suite et pour le développement d'un travail personnel. Si tu veux, quelqu'un qui va mettre le nez dans le réalisme, déjà il va avoir un rapport aux teintes de noir et gris, à ce qu'on appelle les valeurs et qu'on a pu voir entre autres dans le dessin en général, comment est-ce qu'on va gérer une valeur, comment est-ce qu'on va gérer un dégradé, on va être dans la douceur, on va être dans ces choses-là. Sur un travail personnel, ça peut être ultra enrichissant, et sur une demande de client en fait, parce que le client va pas forcément vous dire je veux exactement ce que tu aimes faire. Quand on va partir sur du japonais,
On va avoir des mises en place en termes de composition qui sont incroyablement enrichissantes. C'est vraiment important de s'inspirer de Star qui est millénaire en fait. En termes de lisibilité, c'est un truc de malade ce que ça peut apprendre. Et en lisibilité dans le tatouage, il y a vraiment un énorme enjeu parce que le dessin traditionnel, c'est une feuille A4 qu'on a à 30-40 cm des yeux et la feuille est blanche. Là, on va parler d'un truc qu'on va regarder à des fois 2-3 mètres sur une peau qui a une complexion qui n'est pas blanche du tout et qu'on va même pas voir d'un seul bloc. Donc, il faut de la lisibilité. Le old school, c'est très important pour la lisibilité et la simplification des formes. Moi, je pense que c'est des choses qui sont enrichissantes. Après, qu'on ait un style... De toute façon, on va avoir un style perso. De toute façon, même si on veut pas avoir un style personnel, on va avoir une patte, une griffe, un truc qui va faire que quand on va avoir si tu te mets au tatouage, et même si toi, tu veux faire... être très éclectique et pouvoir toucher à tous les styles, tu vas faire du japonais, ça va être du Cyril japonais. Tu vas faire du new school, ça va être du Cyril new school. Tu vas faire du old school, ça va être du Cyril old school. Voilà, forcément parce que on a un petit peu notre matière, notre technique. Après que dans un second temps, il y ait un style très personnel qui se dégage avec une direction artistique et où on va essayer d'amener un maximum de clients à ce truc-là, c'est tout à fait envisageable. Il y a la plupart des artistes très renommés sont dans cette veine-là. Après, vu les qualités de ce qui sortent, moi, je pense que c'est des gens qui ont eu, si ce n'est une maîtrise, au moins qui ont touché à des techniques plus générales, qui ont bouffé un peu du style général. Il y a une petite tendance maintenant, parce que le côté arty est en train de rentrer en force dans le tatouage, à avoir des gens qui commencent d'entrer avec leur style. Alors des fois, c'est de très bonne foi, des fois, c'est simplement parce qu'il peut y avoir des pénuries de techniques sur d'autres trucs et qui font qu'on va dire oui, mais moi je vais faire mon style, j'ai pas besoin de voir ça. En fait, c'est pas que t'as pas besoin, c'est que peut-être tu pourrais pas complètement t'y attaquer et ton style, il est alors un style de tout ça, c'est vrai en général, ça se voit plus parce que ce n'est pas que parce que ce que c'est. Et c'est d'autant plus grand tatouage sur ces trucs-là. Ça peut se définir en creux, un style. Mais il faut pas que ça se définisse en creux par de la technique. Parce qu'à un moment donné, sur une demande client, ce qu'on voit sur Instagram, c'est la plupart du temps, à part pour les grands maîtres qui vivent plus que de ça et qui sont vraiment à l'aise, hein, mais la production Instagram, en général, c'est 20-30% de la production d'un artiste. Le reste, ça va être des trucs moins télégéniques, plus de la commande, un peu plus des trucs forcés où ils vont mettre un peu moins leur style. Mais je pense que c'est quand même très important d'avoir, que ce soit d'un point de vue purement opérationnel, il faut que je mange, ou d'un point de vue enrichissement du style et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec, je pense que c'est très important de scoltiner les styles classiques. Ouais. Sur la technique, tatou, c'est les différentes parties du corps. Du coup, tu dois adapter et la contrainte du dessin et la contrainte du corps. Comment tu arrives à jumeler ces contraintes toutes ensemble? Je me rappelle d'avoir vu quelqu'un une fois pour un tatouage sur un bras, vraiment partir avec beaucoup de lignes sur sa feuille pour essayer de bien poser la symétrie du tatouage dessus. Comment tu fais tout ça? Comment tu arrives à jumeler ces différentes contraintes? Alors en fait, c'est rigolo que tu poses la question comme ça parce que au début c'est véritablement une contrainte et en fait c'est une libération. C'est pas une contrainte. Alors tu récupères une contrainte bien sûr, mais en fait comme on a passé notre vie tous autant qu'on est à bosser à plat et dans des formats carrés, se retrouver avec un truc qui explose le A4 littéralement. Où la composition, la règle des tiers, elle veut plus rien dire parce que voilà, le triangle, oui, il est intéressant, mais il n'est pas intéressant dans un cadre. Et en fait, on a vraiment moyen de, tu vois, typiquement quand tu as des gens qui sont un petit peu débutants en dessin,
et qui dessinent dans un A4, et que tu te rends compte que dès qu'ils s'approchent des angles, leur dessin va venir suivre l'angle, ou alors tu vas avoir une proportion qui va être un petit peu réduite juste pour rentrer dans le A4 parce qu'ils sont contraints là-dedans. Et ben en fait, sur le corps humain, l'avantage c'est que on a très peu d'antécédents là-dessus. Donc on a beaucoup moins cette contrainte-là. On en a d'autres. Hein. On en a d'autres, bien sûr. L'articulation, c'est très perturbant au début. Comment on scoltine ça? Mais en fait, alors ça a un côté contraignant, mais c'est un côté extrêmement libérateur. Moi, je sais que au fur et à mesure que j'ai avancé, bien sûr, comme tout le monde au début, je dis mais comment je vais gérer? C'est un genou, c'est l'enfer. Qu'est-ce que je peux faire là-dessus? C'est une horreur. Et en fait, le genou, c'est extrêmement riche. Ça bouge. Il y a plein de chemins à suivre. Quand on va faire une ligne droite, la manière dont elle bouge quand on plie le genou, moi, je peux passer 2 minutes à faire bouger la personne juste en faisant une ligne et voir comment la ligne, elle bouge. L'autre a l'impression que j'ai fait des prises de karaté, mais en fait, je suis juste en train de regarder comment cette ligne-là, elle bouge et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Et moi, une des méthodes que je préfère utiliser et que je recommanderais à tout le monde le plus possible, c'est pas de passer sur les modèles 3D Procreate, c'est pas d'avoir des espèces de petits gabarits sur lesquels on va s'appuyer à dessiner. On jette tout ça, on prend des feutres et on dessine sur les gens. Et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne dans le mouvement, quitte à faire que des grandes lignes, un petit peu comme ce que tu disais. Et d'un coup, on va voir des formes apparaître, d'un coup, on va voir des idées apparaître. Clairement, avoir des bonnes bases d'anatomie, c'est extrêmement précieux. Pas simplement pour faire un dessin anatomiquement juste, mais pour comprendre l'anatomie de ce qui se passe chez notre client. Et pas que l'anatomie, les gens de 25 ans qui font du sport et qui ont des poses magnifiques. Hein. L'anatomie des gens de différentes corpulences, de différentes ethnies, de différents âges. Voilà, vraiment le corps humain dans toute sa splendeur et sa multiplicité. Et voir comment est-ce que ça bouge quand on va dessiner dessus. Et à partir de là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est dessiner comme ça, trouver mes bases, prendre une empreinte de ça, sur calque, sur papier transparent, un petit peu comme on veut, avec des références photos, et ensuite étaler ça, et là, on retravaille. Mais on travaille toujours avec l'idée de le corps, c'est de la 3D, on dessine en 3D. Donc, en fait, oui, c'est des contraintes. Mais quand on sort de l'idée que c'est une contrainte, c'est un champ des possibles qui s'ouvre, qui est quasiment vertigineux. Et là, pour moi, c'est le moment où on touche vraiment au tatouage. C'est quand vraiment on sort je vais faire des flashs et je vais les poser comme ça. Alors attention, hein, le flash, c'est très important, c'est ce qui nous fait vivre. C'est avec ça qu'on mange. Mais vraiment, le tatouage, ça devient intéressant à ce moment-là, quand on explose les règles du plat et du rectangle, et qu'on est dans du mouvement et du vivant, quoi. Donc, ouais, c'est d'une richesse incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule le processus de création d'un tatouage, on va dire, grosso modo, de l'idée initiale à sa réalisation finale, le process de A à Z+. Alors ça, c'est une question très compliquée parce qu'elle va forcément dépendre énormément de la demande. Parce que, encore une fois, un tatoueur, à part quand tu as un certain niveau ou quand tu fais tes petites propositions, en particulier de flash, c'est, en tout cas au début, c'est rarement quelqu'un qui va faire ce qu'il aime comme il aime quand il l'entend. C'est un truc assez industrieux où on va faire des signes de l'infini, on va faire des dates de naissance, on va faire des prénoms, on va faire des petits symboles standards qu'il faut réussir à faire sans mépris pour la personne qui les fait, parce que ça reste de la culture populaire, c'est pas du grand art, mais ça fait partie intégrante de notre boulot, et y compris des clichés, y compris des choses comme ça. Donc, entre la personne qui va vous demander une adaptation de voilà, un signe de l'infini avec un électrocardiogramme et je veux les initiales de mes enfants dessus, j'adore ce que tu fais, j'ai tel budget, tu as carte blanche, il y a un univers entre les deux. Et selon où on se situe dans cette gradation-là, on va pas avoir le même processus. Disons que entre le truc où on va dire ok, je vois ce que vous aimez, mais on est sur quelque chose de très standard qui a été fait
des centaines de fois. Est-ce que ça vous intéresse éventuellement de faire une variation, d'aller sur quelque chose d'un peu plus personnel et de faire des propositions très simples, mais vraiment très très simples, des petites astuces graphiques qui vont donner un poil d'originalité au motif, mais en restant très très proche de la demande de la personne, parce que à la fin, c'est cette personne-là qui décide, c'est sur son corps que ça va se passer, et c'est cette personne-là qui va voir ce tatouage-là pendant, espérons-le pour elle, les 20-40 ans qui suivent. On a ensuite une étape un peu intermédiaire, on va voir des gens qui vont débarquer avec des modèles. Alors ça aussi, c'est un souci, enfin, c'est enrichissant, en même temps, c'est un souci du téléphone, du smartphone et de cette incroyable bibliothèque d'images qu'on peut avoir, c'est que les gens viennent de moins en moins avec j'aimerais un truc un peu comme ça, mais un peu comme ça. Maintenant, les gens, ils viennent avec un modèle, ils posent le modèle devant. Donc, entre les gens qui ont une idée fixe là-dessus, on va essayer de légèrement les faire décaler, histoire de ne pas faire une copie, et les gens qui vont avoir plusieurs influences et qui vont nous demander de faire une synthèse de ça, forcément dans laquelle on va rajouter notre patte, volontairement ou pas, forcément ça vient au milieu. Ça va encore être une autre paire de manches. La personne qui vient en disant oui, j'ai vu ton boulot, j'aime ton boulot, est-ce que ça t'intéresserait de faire quelque chose là, j'ai un cover à faire. Alors là, parce qu'il y a des covers aussi. Des fois, on a des contraintes énormes parce qu'il va y avoir un recouvrement à faire au milieu. Des fois, ça va être un tatouage avec, au milieu, il y a un vieux tatouage à rafraîchir. Et il faut l'intégrer. Là, j'aimerais un truc dans ton style, mais là, j'ai un ancien tatouage. J'aimerais que ça communique. J'aimerais que les deux se parlent, pas complètement changer de style. En fait, on va toujours être dans des cas. Alors, on a des grandes cases, mais on va toujours être dans quelque chose de nouveau. Donc, te parler d'un processus précis, comment on va partir de A à Z, c'est très compliqué. Ça va vraiment dépendre de quoi on part. Après, moi, j'ai envie de te dire, dans la meilleure des parties, moi, ce que j'aime bien faire, on a des processus différents tous, autant qu'on est. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est partir un des kiffs que j'ai dans ce métier, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi l'imaginaire de la personne. C'est vraiment un truc qui m'intéresse et je pense que c'est un truc qui fait aussi que ça peut servir sur des illustrations, même sur des trucs de commande aussi, mais voilà, quand une personne, moi je lui demandais de me sortir des références de ce qu'elle aime bien, même si c'est pas exactement le tatouage à proprement parler, des univers qu'elle aime bien pour que moi je puisse m'en inspirer pour essayer, tout en y mettant ma patte personnelle, de vraiment trouver c'est quoi le déclic chez cette personne, qu'est-ce qu'elle veut dire là-dedans, pas forcément d'un point de vue psychanalytique, je vais te raconter l'intégralité de ma vie par rapport à ce tatouage-là. Ça, c'est presque secondaire. Les gens ont besoin de le dire, donc il faut l'entendre. Mais quand tu dis réaliste, c'est quoi que tu mets derrière ? Ésotérique, c'est quoi ton monde ? C'est quoi ton univers ? Vas-y, sors-moi des images. Et qu'est-ce que je vais pouvoir te proposer qui va à la fois te correspondre, moi un peu m'intéresser en tant que producteur d'une production graphique, tenir dans le temps, parce qu'on va se projeter, encore une fois, à 20, 40, et si c'est des jeunes qui ont 20 ans maintenant, espérons-le, 60, 70 ans. Un tatouage qui a 60 ans, il va morfler, quoi. Donc, il faut vraiment faire quelque chose de présentable. On va être en permanence dans un petit jeu de compromis, avec des propositions au fur et à mesure au client. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça t'intéresse ? Qu'est-ce qu'on modifie ? Et on va être toujours sur un jeu d'équilibre. Donc, en fait, le processus de création, ça va être ça. Ça va être en permanence une espèce de jeu de funambule entre qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre, c'est quoi son budget, c'est quoi l'emplacement, est-ce que on est sur une peau de quelqu'un qui a 60 ans et qui a cramé au soleil toute sa vie, est-ce qu'on est sur une peau de quelqu'un qui a 20 piges, une peau magnifique, impeccable, on peut dessiner dessus comme sur une patinoire, est-ce qu'on est sur quelqu'un qui a une blessure, est-ce qu'on va avoir recouvrir une cicatrice, est-ce qu'on va avoir un cover, on va naviguer dans les contraintes. On va naviguer à vue là-dedans. En fait, on est toujours en train de tâtonner un peu par là pour faire des propositions les plus personnelles possibles. En fait, le processus, c'est qu'en vrai, on improvise tout le temps. En tatouage, du coup, selon la partie du corps, tu gères ta luminosité et ton ombrage, ou c'est vraiment, je vais peut-être raconter une bêtise, tu me dis, ok. Je mets un tatouage sur mon avant-bras, ici, ouais. Et la lumière, je peux intervenir de n'importe où. Au final, je m'en fous parce que au final, c'est quand même, ça reste, on va dire entre guillemets,
c'est un peu péjoratif, je trouve, mais un dessin que je donne une source de lumière que je veux sans penser à l'endroit du corps. Ou par rapport à l'endroit du corps, justement, tu vas faire attention à ton type, à ta source de lumière que tu vas gérer, l'orientation de la lumière que tu vas vouloir lui mettre dessus, par rapport à l'endroit que tu vas lui placer. Alors, ça va dépendre. Il y a un cas assez particulier qui va être un peu le tatouage ultra réaliste. Alors, ça peut arriver, c'est des cas assez particuliers. Hein. Par exemple, quand tu vas quand tu vas retatouer un mamelon sur une femme qui a eu une mastectomie, par exemple. Là, tu vas mettre une petite ombre histoire de marquer le relief. A priori, tu vas faire un truc pas trop marqué et un peu standard qui va correspondre à une lumière un peu frontale, un peu de dessus. Bon, ce qui veut dire qu'effectivement, quand cette personne-là va avoir une lumière sur le côté, les ombres vont pas matcher entre les deux, hein, mais on va utiliser quelque chose comme ça. Tu vas avoir... Après, on va plus être soit sur des trucs de cohérence, c'est-à-dire que tu as déjà des tatouages qui ont un ombrage et tu vas avoir envie de garder cet ombrage, cette direction de lumière sur les autres pour avoir une espèce de cohérence entre tes différents tatouages. Sinon, la plupart du temps, ce qu'on va faire, ça va plus être un truc psychologique que physique. C'est-à-dire que de même qu'on va rarement si tu vas faire un visage de profil, tu vas rarement le mettre qui va regarder vers l'extérieur, tu vas le mettre qui va regarder vers l'intérieur. Si tu fais un éclairage, tu vas plutôt le faire partir de l'intérieur de la personne. C'est con, hein, mais psychologiquement, ça rajoute un truc. Quand tu fais de la lumière qui vient de l'extérieur, tu rajoutes une ombre vers l'intérieur, ça a un effet psychologique. Alors, je dis pas, ça peut être un effet psychologique qui peut être intéressant pour des gens qui vont être intéressés par des tatouages un peu dark, un peu dans cet état d'esprit-là, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête parce que le tout venant des gens vont plutôt avoir tendance à vouloir avoir une bonne image générale d'eux-mêmes. Et donc, cet effet psychologique de la lumière qui vient de l'intérieur de la personne, c'est quelque chose qu'on va utiliser. C'est pareil que, tu vois, en BD, si ta première case, tu mets un bonhomme qui se barre vers la gauche, tu flingues toute la lecture de ta BD, de ta page. Il faut que tu amènes le regard vers la suite des cases et puis en diagonale vers la suite de tes bandes. Si justement, on n'est pas un support neutre, on a un support éminemment psychologique. On a des centres importants, on a le visage, on a les expressions du corps. On ne peut pas complètement omettre ça quand on va faire un tatouage. Donc, rajouter du sens de lecture c'est la personne qui est importante, c'est la personne qui porte ce tatouage-là qui est important. On va avoir une lumière qui va venir de l'intérieur de la personne si on a le choix, si on n'est pas trop contraint par le modèle, parce que des fois, on n'a pas le choix. Voilà. Après, effectivement, si tu as fait un tatouage réaliste avec une lumière qui vient d'en dessous pour un effet dramatique, un peu, ou un monstre, j'en sais rien, sur le mollet, imaginons, si tu fais un autre tatouage au-dessus, c'est peut-être pas complètement stupide de mettre à peu près le même éclairage. Si tu mets un éclairage complètement différent, peut-être que tu vas avoir un effet général un peu contradictoire sur tes pièces. Mais voilà, ça va un peu se réfléchir au coup par coup, en fait. Pour tous les dessineurs et dessineuses qui nous regardent, qui vont regarder cette interview, quels conseils tu aurais à leur donner s'il y en a parmi eux qui voudraient se lancer? Quels sont, bon, tu as déjà distribué à taquer, ça c'est franchement trop cool. Il y a des notes à prendre, je pense, les amis, quand vous verrez cette interview, revoyez-la quand vous l'avez regardée une fois pour prendre les notes. Mais quels conseils supplémentaires, du coup, tu pourrais leur apporter? Alors, la première chose, c'est de se projeter dans ce que je disais un petit peu au début, c'est que le tatouage, c'est pas que du dessin. Il y a une part physique et il y a une part sociale qui est très importante et qu'il faut assumer, et aussi une part commerciale. On est dans une pression de devoir bosser et voilà. Donc, faut savoir que c'est pas que du fun à faire les dessins qu'on aime sur des gens qu'on aime bien. Voilà. Donc ça, c'est déjà un état d'esprit dans lequel se mettre. Après, à partir du moment où on parle de gens qui veulent se professionnaliser, quel que soit le métier, on a des contraintes de ce type-là. Ensuite, ce que je dirais avant tout, c'est garder votre âme artistique. Ne la perdez jamais de vue. Continuez à bosser là-dedans, mais
forcez-vous à aller travailler les standards. Les standards, ils sont pas là juste parce que, oui, ça a été la mode à telle époque. Ils sont là parce que ils ont duré dans le temps. Je veux dire, le japonais a des milliers d'années d'existence. C'est des gens qui ont monté des codes visuels, qui ont eu des échecs, qui ont développé des techniques, des habitudes. Il y a énormément à apprendre et c'est des trucs qui vont vous nourrir. L'old school, même si c'est très basique, c'est pas des vrais ombrages, c'est pas de la vraie anatomie, il y a des puissances de simplification dans le old school qui sont pas négligeables. Et dans la puissance des tracés, le fait qu'un old school, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais ça fait partie des tatouages qui vont avoir la meilleure durée de vie. Quelqu'un qui a des tatous qui ont 40 ans sur lui, les tatouages old school, c'est des tatouages qu'on va pouvoir continuer à lire. Quasiment tous les autres styles de tatouage, ils vont commencer à vraiment se perdre. C'est très important de garder ces trucs-là. Bosser vos tracés, bosser vos lignes, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire l'impasse dessus. Et laissez respirer vos blancs. Parce que imaginez que vous bossez à l'encre sur un buvard, mais que le buvard, il va pas boire instantanément, il va boire sur 20 ou 30 ans. Ce que vous allez faire, ce que vous allez avoir comme résultat alors le buvard, c'est exagéré, hein, parce qu'en vrai, on dessine à l'encre sur un buvard, on a une grosse tache à la fin. Mais c'est cette idée de diffusion. Cette idée de diffusion, il faut la garder en tête et savoir que une petite ligne blanche entre deux lignes noires d'un demi-millimètre, elle est amenée à disparaître. Un petit trait très light en gris avec une pointe fine, il va disparaître. Ce qu'il y a de très compliqué avec le tatouage, c'est que le résultat qu'on a à la fin de notre heure et demie, de nos 2 heures, quand on prend la photo, qui est en général très chouette, hein, c'est pas un problème, et le résultat que la personne va voir quand elle va vivre avec dans les années et les dizaines d'années à venir, c'est 2 choses totalement différentes. Et un tatoueur, c'est quelque chose qui pense son support. Son support, c'est la personne vivante et c'est sa peau qui va vieillir. Et c'est un support vivant, donc il faut penser à long terme. Je reviens un peu à cette histoire d'apprentissage avec quelqu'un qui a de la bouteille et qui va pouvoir vous confronter à ça. Mais vraiment, voilà, moi, si j'avais des conseils, ça serait ça. Inspirez-vous de ce qui a déjà été fait. C'est pas parce que ça a déjà été fait que c'est forcément ringard, et c'est pas parce que ça vous plaît pas que ça va pas vous enrichir. Il y a des choses vraiment à creuser. Moi, j'y croyais pas. On m'a mis le nez dedans, on m'a forcé à le bosser. Je me suis tapé du polynésien alors que ça me saoulait. J'ai appris des choses incroyables sur ce que c'est une forme négative avec le polynésien. Ça m'a ouvert des portes incroyables. Je fais plus aucun ornemental, aucun floral, aucun free-end, pareil que si j'avais jamais touché au polynésien. Bref, il y a énormément de choses à apprendre. Donc, gardez votre fibre artistique. De toute façon, elle reviendra. Mais rabâchez-vous les techniques, rabâchez-vous les classiques. Même si c'est chiant, c'est des choses qui vont vous nourrir. Voilà. Dixit le vieux con. En tout cas, je te remercie énormément pour cette interview, Laurent. C'était très enrichissant. Très enrichissant. Merci de l'avoir accepté, en tout cas. Plus qu'à maintenant. Et j'espère que vous, qui regardez cette interview, vous avez apprécié ce moment. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire si vous en avez pour Laurent. Et on fera des retours dessus, il n'y a pas de problème. Sur ce, merci Laurent. Je te laisse tranquille. Merci à toi. Et à bientôt.